Et donc, nous allons passer la parole à Jean-Claude Tissot, maintenant, qui va nous apporter un témoignage sur le projet Îlots d'avenir, donc qui n'est pas en soi un projet qui répond à la crise, mais qui était un projet qui est un projet qui répond à la question de l'adaptation au changement climatique. Mais on a vu que les réponses transformantes après crise sont conditionnées à l'existence d'une réflexion antérieure. Et là, on est typiquement dans ce genre de circonstances. Donc Jean-Claude, vous avez la parole pour 10 minutes. Alors, le projet Future Forest, donc plusieurs voies sont possibles pour l'adaptation des forêts au changement climatique. Alors, une voie par la sylviculture et une voie par la migration assistée. En sylviculture, bon, on vient d'en parler, on peut agir sur 3 niveaux, à la fois sur la densité, le nombre de tiges à l'hectare, la structure, futée régulière ou irrégulière, et là, sur la composition par rapport au degré de mélange d'essence. Par la migration assistée, on a également, on peut agir à 3 niveaux. Donc, par la migration des flux de gènes, donc le projet Giono, c'est-à-dire qu'on a récupéré des espèces, le hêtre de la Sainte-Baume, par exemple, le chêne Cécile qui pousse en région méridionale, qu'on a remonté plus au nord pour voir comment il va se comporter. La migration d'espèces méridionales autochtones, donc là, je pense beaucoup au chêne pubescent ou à d'autres espèces type les pins méditerranéens. Et le troisième niveau concernant la migration assistée, c'est l'introduction d'espèces allochtones, donc on dénomme îlots d'avenir. Et c'est là que prend corps le projet Future Forest. Voilà. Alors le projet Future Forest, c'est quoi? C'est un projet qui est soutenu financièrement à la fois par l'Union européenne et la région Grand Est, tout ça dans le cadre d'un programme européen pour l'innovation. Son objectif, c'est de tester les nouvelles essences, justement dans un climat changeant. Et un corollaire aussi, c'est de sécuriser l'approvisionnement en semences à terme, in situ. Tout ça par l'implantation d'îlots d'avenir, donc à peu près 2 hectares, qui sont répartis à la fois sur les forêts domaniales, les communales et les forêts privées. Et ça représente sur la totalité de la région Grand Est environ 75 îlots. Donc à peu près en répartition de surface, ça fait 42% en forêt domaniale, 29% en forêt communale et 29% en forêt privée. Donc tout ça est coordonné par l'Office national des forêts et le Centre national de la propriété forestière, en partenariat à la fois avec les communes forestières, mais également la Société royale forestière de Belgique. Alors, ça a été un véritable parcours du combattant pour se procurer des semences, parce que la structuration dans certains pays, la structuration du réseau graines et plants est absente ou dysfonctionnelle, pardon. Il y a eu des gros problèmes de sécheresse répétés sur le pourtour méditerranéen qui entraînent des problèmes de fructification. Notamment, on a eu des soucis sur la recherche du chêne zéen. On a également des espèces qui sont rares et sous statut de protection. Je pense au pin de Macédoine et au cyprès de Baker aux États-Unis. Un contexte diplomatique sensible, donc en Algérie, Turquie, Iran, et également un contexte géopolitique instable, l'Arménie, la Syrie, l'Azerbaïdjan et l'Afghanistan. Et malheureusement, c'est là qu'on a le plus d'essences intéressantes en termes de diversité spécifique et de résistance à la fois au froid et aux périodes de sécheresse prolongée. On a été obligé d'abandonner des espèces parce qu'on n'a pas réussi à se procurer les graines. Ça a été initialement donc le frêne de Mandchourie, originaire de Chine, le platane d'Orient en Turquie, le chêne zéen, dont je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la partie espagnole et également le Maghreb, le pin de Jeffrey aux États-Unis pour des problèmes phytosanitaires, donc les semences sont interdites à l'importation, et le cyprès de Baker, qui aurait été un cyprès très intéressant pour nous, mais malheureusement, c'est une espèce qui est très protégée aux États-Unis, et donc il n'y a pas de récolte de graines possible. Alors, le choix s'est porté sur 5 espèces, enfin sur 10 espèces en tout, 5 espèces résineuses et 5 espèces feuillues. Pour les résineux, le sapin de Cilicie, qui est un sapin originaire du Taurus sur la partie turque. Le calocèdre, donc, qui est originaire de Californie, d'Oregon aux États-Unis. Le cyprès de l'Arizona, en Arizona, c'est 2 petites populations. Le pin de Macédoine, qui est une espèce qui est relativement réduite à une aire de répartition très restreinte et qui en fait une espèce protégée. Et le séquoia toujours vert en Californie.
Parmi les espèces feuillues, c'est là qu'on a eu beaucoup de problèmes de choix. Donc, c'est des deuxièmes, voire des troisièmes choix, parce qu'on n'a pas réussi à se procurer suffisamment de graines. Donc, on a le noisetier de Byzance, originaire de Turquie, le copalme d'Amérique, le chêne de Hongrie, le chêne du Caucase et le chêne des marais. Donc, tout ça est mis en place sur un dispositif. La surface retenue tourne entre 1 hectare et 2 hectares et demi. Donc, généralement c'est 2 hectares assez bien cadrés. Tous les dispositifs ont une préparation de terrain préalable, c'est-à-dire un broyage et des potées travaillées pour la mise en place des plants. L'engrillagement est obligatoire pour la protection contre les ongulés et il y a une densité de plantation unique à 2000 plants hectares. Donc, il n'y a pas de mélange et c'est toujours la même densité. Tous les plants sont fournis en baudet et il y a plusieurs répétitions par essence, donc réparties sur les différents îlots d'avenir du Grand Est, que ce soit sur les différents propriétaires, chez les différents propriétaires, c'est-à-dire domanial, communal ou privé. La durée de la mise en place de ces dispositifs, c'est de mars 2019 à mars 2023. Et à ce jour, on n'a qu'1 site qui ont été plantés, notamment en calocèdre, un cyprès de l'Arizona et séquoia toujours vert. Et voilà. Alors, je vais pas détailler espèce par espèce, mais bon, c'était juste pour vous montrer deux échantillons, enfin 4 en tout. Donc, ce sont des espèces qui sont tolérantes à la sécheresse et ou à la canicule, toujours en adéquation avec la station. Si je prends l'exemple du calocèdre, il a déjà montré, il y a des plantations à Fossel dans le sud de la France qui ont montré des résultats qui étaient relativement bons. Donc, potentiellement chez nous, ça peut être une essence très intéressante à l'avenir pour sa résistance à la sécheresse et aux fortes chaleurs. Pour les feuillus, le noisetier de Byzance, qui est une espèce qui est pas très connue, enfin beaucoup connue des pépiniéristes ornementaux, notamment en ville, parce que c'est une espèce qui résiste à la fois à la pollution et justement aux sécheresses. Donc c'est un arbre qui fait entre 20 et 30 mètres de haut, qui peut atteindre le mètre de diamètre, qui pousse relativement vite, on va dire, et qui a un enracinement qui est très puissant, très profond, donc qui devrait pousser sur des sols pour autant qu'ils soient fragmentés en profondeur, résister à des périodes de sécheresse relativement longues et à des canicules prolongées. Alors, on a 2 essences aussi qui ont été choisies pour essayer de valoriser des milieux plutôt hydromorphes, mais avec des fluctuations de nappes relativement importantes, mais où les stations restent quand même relativement fraîches l'été. Mais ce sont 2 espèces qui résistent à des canicules prolongées, qui sont dans leur habitat naturel à des températures très élevées, même si l'hygrométrie atmosphérique aux États-Unis est plus importante que chez nous. Donc c'est le séquoia toujours vert et le copalme d'Amérique, Lichenorbare syraciflua, qui sont adaptés à des sols plutôt hydromorphes chez nous et qui sont potentiellement en mélange avec d'autres essences sur ces stations-là. Voilà, donc le projet Future Forest, c'est un enjeu pour les forêts de demain, donc c'est une opportunité pour permettre le suivi des nouvelles espèces, la possibilité à terme d'y associer des règles de sylviculture, également à terme de sécuriser l'approvisionnement en graines, parce que je répète, beaucoup d'espèces sont déjà menacées dans leur pays d'origine, et c'est une petite surface dédiée, à peu près 150 hectares, soit 0,008% de la superficie forestière Grand Est. Mais on entend déjà des voix dissonantes sur ce sujet-là. Donc c'est un sujet polémique pour les milieux associatifs et il y a une réelle inquiétude du public. Ça fait déjà l'objet d'une alerte médiatique sur la transformation de ces forêts dites naturelles en forêts d'espèces allochtones. Mais je rappelle, c'est 0,008% de la superficie forestière concernée. Et c'est une acceptation sociale qui est non garantie et les levées de boucliers sont ciblées, c'est-à-dire qu'elles visent essentiellement la forêt, mais pas les changements d'espèces et le choix d'espèces dans d'autres secteurs, on va dire biologiques, que sont la viticulture, le maraîchage, l'arboriculture et surtout les parcs et jardins. Si vous recherchez le projet Sésame sur la ville de Metz, c'est vraiment beaucoup d'espèces allochtones qui sont ciblées, qui ressemblent beaucoup à nos espèces de Future Forest. Mais pour là, au contraire, il y a un consensus des associations qui est plutôt bénéfique, contrairement au milieu forestier.
Voilà, c'était ma conclusion et merci pour votre attention. Merci beaucoup Jean-Claude et merci à nos deux orateurs. Alors, une autre question qui s'adresse à nos deux orateurs sur le suivi de ces essais. Donc, la question était évoquée par Patrice Dallot tout à l'heure dans son exposé. Elle est reprise par Olivier Norijon sous un angle plus écologique, disons, sous l'angle des relations entre les espèces et le reste de l'écosystème, donc la fonge, les mycorhizes. Donc, quel suivi de ces introductions de nouvelles essences? Comment c'est organisé? Enfin, est-ce que c'est organisé déjà? Donc, je ne sais pas, peut-être François d'abord et Jean-Claude ensuite. Dans le cadre du réseau Espérance, l'objectif est justement d'essayer de créer une communauté des acteurs qui font de l'expérimentation, de manière à regrouper le maximum d'informations, de le partager et de garder une trace effectivement de tout ce qui est fait pour avoir un suivi le plus suivi et dans le temps. Jean-Claude, quelque chose à ajouter pour Oui. Future Forest? Le suivi pour Future Forest, il va être essentiellement sur la partie dendrométrique. Voilà, après, rien n'empêche une association un peu plus poussée sur des recherches d'ordre plutôt général et biologique. Mais pour nous, pour l'instant, c'est des taux de survie, des taux de croissance et tout ça. Oui, donc effectivement, ces essais sont répertoriés, sont censés être très précisément répertoriés, et donc ils peuvent être ouverts, et ça commence déjà à être le cas sur des essais anciens qui sont assimilables à ce type de dispositif, donc ils sont ouverts à d'autres recherches. Alors on a des essais, on a des questions aussi bien sûr sur les critères de choix des essences. Donc peut-être plutôt vous, Jean-Claude, quels critères vous avez adoptés pour aboutir à cette liste d'essences? Alors, donc moi, j'étais pas initialement dans le projet, mais grosso modo, le but était de substituer des essences qui sont capables d'encaisser des sécheresses prolongées, voire des canicules également prolongées. C'est deux mécanismes qui sont distincts, même s'il y a une certaine corrélation. Pour les résineux, alors je voyais une question, pourquoi, enfin sur les les choix ont été portés sur la qualité du bois. L'objectif, c'est d'avoir des essences qui sont capables d'avoir une valorisation commerciale en bois d'œuvre, donc résistante au sec, résistante aux fortes chaleurs. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? J'ai pas. Oui, voilà. Enfin, quelles sont la hiérarchie des critères qui vous a permis d'aboutir à cette liste d'essences? Il y a eu quelques choix par défaut, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on avait ciblé prioritairement certaines espèces qu'on n'a pas réussi à avoir, et donc à chaque fois, on a dégradé un peu nos choix quand il y avait possibilité d'avoir plus facilement une autre espèce. Alors, je peux peut-être compléter la réponse pour avoir participé à des étapes très antérieures. Il y a eu une réflexion aussi sur les contextes écologiques dans lesquels, dans le Grand Est, on avait des essences vulnérables, avec des stations plutôt sèches sur plateau calcaire, mais aussi des stations hydromorphes dans le contexte de la chaînée mixte. Donc, l'idée était aussi d'avoir des essences de substitution adaptées à ces contextes. Et je pense qu'il y avait aussi un raisonnement sur un certain équilibre entre feuillus et résineux. C'est ça. Alors, on ne va pas pouvoir épuiser les questions. Il va falloir laisser la parole à notre orateur suivant. Mais il me semblait qu'il y avait une question importante aussi qu'on va retenir en dernier. Les autres, j'espère qu'on pourra les traiter en partie dans les ateliers ou par la suite. Donc, cette dernière question, ce serait pourquoi avoir fait le choix d'essais monospécifiques dans ces îlots d'avenir? Alors, moi, j'ai pas la réponse vraiment à la question, parce qu'effectivement, il y a certaines espèces qui sont pas des espèces dites sociales. Je pense au Notiès byzance, qui est une espèce qui est inféodée à la hêtraie à Austrier dans les Balkans. Après, le dispositif s'est basé là-dessus, de toute façon, pour avoir également notre objectif, c'était d'avoir un modèle sylvicole établi. Et donc, c'était beaucoup plus facile d'établir un modèle sylvicole sur une sylviculture
d'une essence unique et non pas dans le cadre du mélange. François, souhaites-tu apporter un complément à cette réponse? Ce que je peux, c'est apporter des précisions sur les 3 types de tests qui sont prévus dans le cadre du réseau Espérance. Il y a effectivement ces îlots d'avenir, où là, l'objectif, c'est d'apprivoiser de nouvelles essences. Ce sont des tests en gestion. Et il y a deux autres types d'expérimentations qui sont prévus. L'autre, c'est les tests de comportement, qui a pour objectif d'évaluer le comportement des essences. Donc là, on regarde la relation station-production des différentes essences. Là, on teste plusieurs essences ou plusieurs provenances. Et après, il y a les tests d'élimination, où là, l'objectif, c'est de sélectionner des essences parmi un grand nombre. Donc là, on regarde l'adaptation des essences. Et là, sur le même parcelle, on va mettre beaucoup d'essences différentes. Donc, il n'y a pas que des tests avec une seule essence dans les îlots d'avenir. L'îlot d'avenir, c'est une des voies pour expérimenter, mais il y a les 2 autres également. Merci beaucoup à tous les deux. Alors évidemment, on ne peut pas épuiser toutes les questions.